Comme ça enregistre aussi. Voilà. Donc, le cours, il s'appelle Traitement des données environnementales, statistiques univariées, bivariées en environnement. Pour être clair, c'est surtout un cours en statistique bivariée. Et les exemples sont un peu environnementaux, mais bon, ce sont des techniques qui sont utilisables en toute généralité. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder les chapitres 1 et 2. Donc, vous avez normalement toutes. Je ne sais pas. Il y a un transcript qui est fait qui a aucune importance. Ouais. Donc, pour ce cours, quand vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser immédiatement. Donc, on prendra le temps pour expliquer tout. Mais donc, les bases, vraiment les bases statistiques descriptives et des tests univariés, je suppose que vous les connaissez. Donc, je vais vitement les repasser, les réexpliquer. Mais normalement, c'est connu et vous pouvez aussi les vérifier par les vidéos que j'ai mis en ligne. Donc, les vidéos du cours environ à ENVT 0048. Donc, il y a les podcasts de ça, si vous avez besoin de vous rappeler des choses univariées. Pour l'examen, c'est peut-être aussi utile à savoir. Donc, il y a deux examens. Les deux examens de l'année passée se trouvent sur eCampus. Vous pouvez y aller voir. La structure, l'idée sera la même. Donc, c'est un examen commun pour les parties 1 et 2, vu que j'utilise aussi R dans mon cours. Et donc, le but de l'examen est surtout d'appliquer les méthodes correctes en stats. Donc, de savoir, bon, quel test je dois faire, pourquoi je dois le faire, expliquer. Mais c'est surtout sur l'interprétation. Donc, comment je l'effectue, comment je fais le test en R, faire le test et expliquer les résultats. Donc, je ne vais jamais demander vraiment de la théorie pure. Ce que je pourrais demander, c'est, bon, expliquer pourquoi vous avez choisi ce test-là, pourquoi vous faites comme ça, interpréter le résultat, comment vous le traduisez en français, donc comment décrire le résultat pour un public plus général, des choses pareilles. Mais donc, vous voyez, le cours, je pense qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a pas beaucoup de théorie profonde. C'est surtout, bon, on est dans cette situation-là, on aura ces données qu'on a, et comment je vais faire le test, et qu'est-ce que le test fait, comment je vais l'interpréter. Voilà, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence? Non? Alors, commençons par quelques rappels. Donc, pour notation, si je mets x en majuscule, c'est une variable. X en minuscule, c'est une observation, donc un nombre. Donc, une variable, x, c'est une fonction. Le résultat n'est pas connu, ça, c'est simplement une caractéristique qu'on veut observer, qu'on va regarder, par exemple, la taille des personnes, le poids des personnes, le temps, je ne sais pas. Petit x, l'observation, à ce moment-là, je vais poser la question à des personnes dans l'échantillon et je vais observer leur taille. Donc là, j'aurai une valeur réelle pour la taille étant, par exemple, 165 cm. Donc, majuscule variable, minuscule observation. Mu, ou en toute généralité, des lettres en grec sont, non, je vais dire pour mu. Donc, mu, c'est la moyenne théorique, vu qu'on va surtout se concentrer sur les moyennes. Donc, la moyenne théorique dans toute la population, ce qui a une valeur
mais une valeur inconnue, on ne connaît pas la moyenne, vu qu'on ne sait pas interroger toute la population. Donc, c'est ce mu-là qu'on essaye d'estimer en utilisant l'échantillon. La moyenne empirique, X bar, c'est la moyenne dans la population. X bar comme X majuscule, c'est encore la variable. Donc, c'est une variable qui va regarder la moyenne de l'échantillon sans savoir les valeurs de l'échantillon. Et après, dès qu'on a l'échantillon, on trouvera une valeur pour cette moyenne-là. On le note avec X bar, mais X minuscule. Aussi, si je mets un chapeau quelque part, ben, ça revient à dire que c'est l'estimateur ou l'estimation pour un certain paramètre. Et donc, ce qu'on aura, on aura un échantillon, donc n observations, un échantillon de taille n, x1 jusqu'à xn. On suppose toujours que bon, les observations sont identiquement distribuées, donc qu'ils viennent tous de la même distribution et qu'ils sont indépendants. Et souvent, on va supposer que ça suit une loi normale, donc qui a une courbe de distribution en forme cloche, avec une certaine moyenne mu et une variance sigma carré. Donc la mu et la sigma carré sont les paramètres, sont les valeurs dans la population. Ils sont donc inconnus et on va essayer de les trouver ou dire quelque chose sur ces valeurs-là en utilisant l'échantillon. Donc, on sait à ce moment-là que la meilleure ou le meilleur estimateur pour mu, pour cette moyenne inconnue, est donné par la moyenne de l'échantillon, donc par X bar. X bar qu'on peut aussi noter comme mu chapeau. Donc, l'estimateur pour la moyenne inconnue, la moyenne théorique, est donné par la moyenne empirique, qui est simplement la somme de toutes les observations divisées par n. Donc, ce mu-là, c'est encore une variable aléatoire. C'est une fonction, je ne connais pas la valeur, pour autant que je n'ai pas collecté les observations. Après, j'ai les observations. Donc là, vraiment, ça c'est l'échantillon. Pour les n personnes, j'ai collecté les données. Donc c'est une réalisation de cette n variable aléatoire. Et je vais noter l'estimation. Donc, faire la différence là. Celle-ci, c'est une estimation. C'est dans le titre estimation. L'autre, c'est l'estimateur. Donc, estimateur, c'est une variable, une valeur inconnue qui va être réalisée après qu'on a obtenu l'échantillon. Estimation, c'est une valeur réelle. Là, on a vraiment la valeur qui ressort de l'échantillon. Donc, je vais le noter comme petit x bar ou mu chapeau observé pour indiquer là que c'est vraiment une observation. Et donc, c'est la moyenne, donc simplement la moyenne arithmétique de toutes les valeurs que j'ai observées. C'est un nombre, c'est une valeur. Et logiquement, l'estimation qu'on obtient dépend de l'échantillon qu'on a. Donc, si on prend un autre échantillon, probablement ce sont des autres personnes qui se trouvent dans l'échantillon, la variabilité de l'échantillon. Et donc, la réalisation, la valeur estimée sera aussi différente. Espérons pas trop différent, mais quand même, il y a une marche là-dessus. Donc, deux échantillons différents vont donner aussi des moyennes différentes. L'écart type, bon, l'écart type, c'est la racine de la variance, logiquement. Et donc, la variance, là, je vais regarder la différence entre l'observation et la moyenne. Je prends les carrés et je divise par n.
Donc, pour la variance, ce que la variance me donne, c'est une idée de la dispersion des données. Donc, il va regarder comment les valeurs observées, comment les XI sont distribuées autour de la moyenne. Et donc, une dispersion grande aura des différences XI moins mu chapeau grand, une variance petite ou une dispersion petite. Bah, les distances seront petites aussi. Je prends le carré, vu que bah, je suis intéressé dans la distance de la moyenne, donc quelle est la différence entre l'observation et la moyenne, mais je ne suis pas intéressé pour la côté. Donc, si c'est une différence positive ou négative, ça ne m'intéresse pas. Aussi, quand je prends, sans preuve, mais si je prenais simplement xi moins mu bar divisé par n, et je fais ça pour tous les i, donc pour toutes les observations, ça revient toujours à 0. Donc, ça ne me donne pas d'informations sur la dispersion. Et c'est pour ça que je prends le carré des différences pour enlever le signe, pour enlever la direction de cette différence. Et donc là, c'est la variance. Et l'écart type, c'est la racine de la variance. Donc, normalement, il n'y a rien de nouveau jusqu'à présent. C'est une variable aléatoire aussi, donc le mu chapeau là. Donc, ça veut dire que le mu chapeau, il a sa propre espérance, sorry. Donc, il y a une moyenne pour cette variable-là. Il y a aussi une variance pour cette variable-là. Et il est possible de démontrer que, bon, la moyenne de l'estimateur pour mu est égale à mu. Donc, c'est un estimateur non biaisé. Donc, on retrouve, si l'échantillon est assez large, si on répète assez souvent, bah, on aura en moyenne la vraie moyenne, donc la moyenne dans la population, donc c'est bien. Et celle-là, la variance est sigma carré divisé par n. Donc, sigma carré qui est la variance des observations des xi. Et donc, si je regarde la moyenne, alors la variance sera plus petite que la variance des observations eux-mêmes. Et donc, pour faire des tests univariés, on a défini un paramètre t, donc un statistique de test, qui est, qui est la différence entre l'estimateur de mu et la vraie moyenne de mu, divisé par son écart type. Donc, ça revient au même. Donc, je regarde mu chapeau moins mu, divisé par S sur racine de n. Et là, on sait que un statistique pareil, donc c'est aussi une variable, vu que mu chapeau est une variable, parce que ça suit une loi de Student, une loi T, avec n-1 degré de liberté. Donc n étant la taille de l'échantillon, l'effectif. Papa, c'est ça? Et donc, finalement, c'est ce T-là qui nous permet de faire des tests d'hypothèses. Et créer des intervalles de confiance. Et donc, ça me permet de faire de la statistique inférentielle sur cette moyenne mu. Donc, cette moyenne mu ici qui est inconnue. Et donc là, je vais faire un test. Est-ce que mu est égal à, disons, une certaine valeur mu 0? Ou je vais trouver un intervalle de confiance, disons en toute généralité mu moins delta, mu plus delta, qui contient avec un certain niveau de confiance toutes les valeurs plausibles pour cette moyenne inconnue. Donc l'intervalle de confiance pour mu, chapeau. Donc il est toujours centré dans l'estimation pour mu, et on aura un intervalle autour de cette estimation qui contient toutes les valeurs qui sont plausibles basées sur l'échantillon. De même manière, pour le test d'hypothèse, on va voir
est-ce que bon, le mu0, la valeur pour la moyenne que je suppose qui est vraie, est-ce que c'est vraiment réaliste ou pas en faisant ce test d'hypothèse, donc en regardant est-ce que ça se trouve dans les valeurs plausibles, oui ou non. Ah, ok, donc ici se trouve l'intervalle de confiance. Donc, j'ai l'échantillon là, j'ai un mu et sigma carré qui sont inconnus. Je sais que T, cette statistique suit la loi de Student et j'ai les quantiles. Donc là, c'est déjà marqué là, les quantiles. Alors, on sait trouver cet intervalle de confiance. Donc, les quantiles, je vais faire en bas. Donc, une distribution T à cette forme-là. Donc, ça ressemble à la loi normale, mais les queues sont un peu plus lourds. Il est toujours centré autour de 0. Ben, les quantiles, donc là, le Q 1 moins alpha divisé par 2, c'est la valeur telle que à gauche de cette valeur, il y a une masse 1 moins alpha divisé par 2. Donc là, cette partie-là, ça correspond à 1 moins alpha divisé par 2% de la masse totale. Et donc, à droite, cette partie-là, j'ai une masse alpha divisé par 2. Et donc, pour trouver un intervalle de confiance, ce que je veux avoir, c'est, je veux trouver un intervalle qui a, disons, en toute généralité, intervalle de confiance avec un niveau 1 moins alpha, vu que bah, l'intervalle, on le prend symétrique. Donc, ça veut dire que c'est un intervalle qui contient, avec une probabilité de 1 moins alpha %, la vraie valeur mu. Donc, la vraie valeur, la valeur inconnue, j'ai dans mon échantillon le mu chapeau, et on peut démontrer, là, je le preuve dans l'autre cours, donc vous pouvez regarder dans la vidéo si vous en avez besoin. Bah, à ce moment-là, je vais chercher un intervalle qui est centré autour de mu chapeau et qui contient 95% de cette, ou qui contient avec une probabilité de 95% la vraie valeur. Et donc, ce qu'on fait pour ça, on aura besoin de, vu qu'on regarde le T là, le T qui est mu moins mu chapeau, bah, on va le centrer autour de 0. On regarde cette valeur, la quantile, et on veut qu'on trouve un intervalle qui contient une masse à 1 moins alpha. Donc, on a besoin d'un intervalle là, centré ou symétrique autour de 0, tel que au centre, on a 1 moins alpha, ce qui est souvent 95%. Et donc, à gauche et à droite, on a besoin de d'autres couleurs ensemble. Donc, on a besoin de, à droite, alpha divisé par 2, et à gauche, alpha divisé par 2. Donc, on veut avoir 1 moins alpha au milieu. Donc, ça veut dire qu'il me reste alpha % à diviser sur les deux côtés. Et donc, à ce moment-là, je sais que cette valeur-là, c'est la quantile 1 moins alpha divisé par 2. Là, cette valeur, c'est la quantile alpha divisé par 2, car à gauche de ça, il y a alpha divisé par 2% de la masse totale, mais à cause de la symétrie, c'est moins Q de 1 moins alpha divisé par 2. Donc là, les deux valeurs sont les opposées. Si à droite, je trouve que la quantile est égale à 2, bah à gauche, la quantile sera égale à moins 2. Et en utilisant ça, bah on sait trouver l'intervalle de confiance qui aura toujours une forme pareille.
c'est l'estimateur, donc le mu chapeau, plus ou minus la quantile pour Q1 moins alpha divisé par 2, donc la ligne rouge sur le dessin, fois ici l'écart type de l'estimateur, donc dans ce cas-ci, S divisé par la racine de N. Et donc c'est la forme générale d'un intervalle de confiance, l'estimateur plus minus la quantile fois l'écart type de l'estimateur. À ce moment-là, si je regarde de cette manière-là, j'ai encore les variables aléatoires x1 jusqu'à xn, donc je n'ai pas encore pris les observations, je n'ai pas encore des valeurs. Donc, le mu chapeau, c'est l'estimateur, le S, c'est l'estimateur. Donc, l'intervalle est aussi un intervalle aléatoire. Je ne connais pas les bornes, mais je sais que en 95% des cas, donc 95 sur 100 de cet intervalle vont vraiment contenir la valeur de mu. Après, je prends l'échantillon et je vais remplacer les valeurs inconnues, donc les variables, par les estimations, donc par l'estimation pour la moyenne basée sur les observations et l'écart type des observations basées sur l'échantillon. Et donc là, maintenant, ça me donne un intervalle réel des bornes inférieures et supérieures qui sont des nombres, des chiffres, et c'est l'intervalle de confiance que j'obtiens basé sur l'échantillon. Logiquement, vu que ça se basait sur l'échantillon, si je prends un autre échantillon, j'aurai d'autres valeurs observées. Ça me donne d'autres estimations pour mu et pour S. Et donc, l'intervalle sera, espérons, légèrement différent de l'intervalle que j'aurai comme premier intervalle de confiance. Donc, le cas qu'on a traité maintenant, c'est qu'on ne connaît pas le sigma, on ne connaît pas la variance ou l'écart type et on doit l'estimer. À ce moment-là, la statistique du test, ça suit une loi de Student, une loi de T. Si, par contre, sigma est connu, donc là, sigma ou sigma carré est connu, donc on est dans le cas où on connaît vraiment la variance dans la population, qui est très rare, mais c'est possible. Ça se passe souvent si on fait des mesures avec disons, et je trouve pas le mot, le truc pour mesurer quelque chose. Aussi, c'est un outil qui a une variance donnée par le producteur, par celui qui a produit, qui a créé la machine. Et donc, à ce moment-là, on peut dire, bon, on fait les mesures. Les mesures sont des observations, des choses qui sont différentes, mais on connaît la variance, vu que la variance est donnée par le constructeur, et donc la variance est connue. Ce qui change à ce moment-là, c'est qu'on connaît la variance, et donc la loi sera différente. On aura une loi normale, loi standard normale, au lieu d'une loi student. Et donc ça, c'est la seule chose qui change. Parfois, on le note comme Z, vu que c'est la loi standard normale au lieu de T, mais le reste sera le même. Donc, on a la même forme de la statistique, on a la même forme de l'intervalle de confiance, sauf que maintenant, on a le sigma au lieu de S, mais l'idée est toujours la même. Donc là, tac, 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 tac. Si on n'a pas une loi normale, donc l'hypothèse on utilisait avant, c'était toujours bon, les observations ou les variables xi, xn, ils suivent la loi normale. Et donc, c'est une hypothèse qu'on doit vérifier par un QQ-plot ou par un test Shapiro-Wilkinson. Mais donc, s'ils ne suivent pas la loi normale, on ne peut pas directement appliquer ce qu'on a vu avant, vu que là, cette statistique, dans les deux cas, ça suit la loi normale ou ça suit la loi T, simplement car
les observations xi jusqu'à xn suivent la loi normale. Donc, si ce n'est pas le cas, on doit modifier un peu, mais on a heureusement le théorème limite centrale. Donc, théorème de la limite centrale, qui me dit que si n, donc si l'effectif de l'échantillon est assez grand, bah, à ce moment-là, il est possible d'obtenir des résultats asymptotiques et donc à ce moment-là, la moyenne sera à peu près normalement distribuée. Donc là, n assez grand, c'est assez flou. Et donc, c'est un peu le désavantage ou la manque dans le théorème de limite centrale. Il me dit que n doit être assez large, mais assez large n'est pas défini. Donc, assez large va dépendre de la vraie loi qui est contenue dans les données. Et donc, n, si cette loi, elle, inconnue, est symétrique, bon, c'est beaucoup plus facile d'arriver à une loi normale. Si cette loi est vraiment dissymétrique, alors n devra être plus large que pour une loi symétrique. Mais donc, typiquement, on dit que dès qu'on dépasse 30 observations, on peut supposer que asymptotiquement, cette moyenne-là suit à peu près une loi normale. Si ça suit une loi normale, on retombe dans ce cas-ci, on retombe dans le cas là où on a une loi normale qu'on suit et on fait de la même manière que ce test-là. Bon, donc c'est à répéter ici. Donc on a maintenant asymptotiquement le fait que ça suit une loi normale. L'intervalle de confiance sera le même qu'avant. Donc là, et donc les quantiles là, ce sont les quantiles d'une distribution normale au lieu d'une distribution T. Est-ce qu'il y a des questions jusque présent? Oui. Oui, dis-moi. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, si je comprends bien, l'intervalle de confiance, c'est l'intervalle qui contient la vraie valeur réelle mu. C'est bien ça ou... Oui et non. Le but, donc, le but est de créer un intervalle qui contient avec une probabilité de, disons, 95% la vraie valeur, mais on ne peut jamais être certain. Donc, Ok. en théorie, si je fais l'expérience 100 fois et je crée l'intervalle de confiance pour chaque expérience, alors normalement, en environnement, 95 de ces 100 intervalles vont contenir la vraie valeur. Mais donc là, pour autant qu'on le tient, l'intervalle de confiance, on le tient comme estimateur, donc un intervalle inconnu, à ce moment-là, on a une probabilité de 95% d'avoir ou que cet intervalle-là contient la vraie valeur. Dès qu'on passe à les observations, à l'échantillon, donc c'est un intervalle qui est fixe et donc cet intervalle va contenir ou pas la valeur réelle inconnue, mais on ne sait pas. Et donc, ce qu'on dit, c'est bon, c'est la meilleure qu'on sait faire. Donc, on a cet échantillon-là, on crée l'intervalle et bon, on ne sait pas faire mieux que regarder cet intervalle pour avoir les valeurs plausibles pour la vraie valeur inconnue. Mais donc, il y a toujours un élément de chance, de probabilité. C'est pour ça qu'on définit sur un certain niveau de significance. Une autre question. J'ai pas très bien compris la différence qu'il y a entre une moyenne théorique, le mu, et Oui. une moyenne empirique avec le ISBA. Dans quel cas de figure on utilise soit l'un, soit l'autre? Le théorique, c'est la population.
OK. Donc, par exemple, on veut connaître la taille des personnes belges. Alors, il y a une moyenne de taille des personnes belges. Mais je ne connais pas, vu que je ne vais pas interroger toutes les personnes belges. Et donc là, c'est le mu, c'est la vraie valeur dans la population, mais c'est une valeur inconnue. Et pour obtenir une idée de cette moyenne, je vais prendre un échantillon de la population. Et dans cet échantillon, j'aurai la moyenne empirique, qui est le x-bar. Et donc, le x-bar, c'est simplement la moyenne obtenue par l'échantillon que je vais utiliser pour estimer la moyenne mu dans la population que je ne connais pas. OK. Je ne sais pas si je peux continuer avec les questions. Oui. Dans le cas où le sigma est connu, je n'ai pas trop bien compris comment avoir l'intervalle de confiance lorsque le sigma est connu. Je ne sais pas si vous pouvez revenir un tout petit peu. C'est le même qu'avant. Ah ouais. Donc, l'intervalle de confiance, la structure est toujours la même. La seule différence maintenant, que c'est on utilise sigma, vu que c'est sigma, il est connu, au lieu de l'estimation S. Donc, pour le OK. reste, c'est la même chose. OK, ça va. Merci beaucoup. Voilà. D'autres questions? Non, ça va. Merci. Alors, faisons encore chapitre 1. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Donc, statistique avec plusieurs échantillons, c'est simplement l'introduction. Donc, statistique bivariée, ce qu'on fait, on regarde deux variables au même moment. Donc, on aura un variable x, une variable y, et on va les regarder comme un couple, comme étant observable au même moment. Je pense que ton micro est encore allumé. Oui. Et donc, pour les variables, on pourrait avoir des cas différents. On a des variables qualitatives, des variables quantitatives. Donc, pour une variable qualitative, bon, les réponses sont des classes ou des catégories. Par exemple, le sexe, une préférence de parti politique ou tout ce qui est pas, tout ce qui ne donne pas une valeur numérique comme réponse. Les variables quantitatives. Là, j'ai une réponse numérique. Et dans les variables quantitatives, je fais encore la différence entre les variables discrètes et les variables continues. Donc, discrète, il y a des sauts entre les réponses. Donc, c'est souvent le résultat d'un comptage. Par exemple, le nombre d'enfants dans une famille, 1, 2, 3, 4, 5 ou 0. Donc, il y a des valeurs différentes, distinctes, qui sont possibles. Donc, on a un nombre de réponses limité ou infini, mais avec des sauts. Et continu, là, j'aurai toutes les valeurs dans un intervalle qui sont possibles. Donc là, par exemple, on aura la taille en centimètres qui a des valeurs possibles entre, disons, pour les adultes, entre 140 et 250 centimètres. Là, toutes les valeurs dans cet intervalle-là sont des valeurs observables. Et donc, j'ai une variable continue parce que je peux observer toutes les valeurs distinctes dans cet intervalle-là. Et donc, on va voir 3 cas pour cette statistique bivariée. On a une variable explicative qualitative pour une variable réponse continue. Donc là, on a une variable de réponse continue et on va voir est-ce qu'il est différente selon le cas, selon la classe. On a des variables explicatives continues pour une variable réponse continue. Donc, continu, continu.
va faire une régression pour ça. Et une variable explicative qualitative pour une variable de réponse qualitative. Et donc, ces 3 cas, on va discuter, on va en parler. Et aujourd'hui, normalement, on va faire le premier cas, donc une variable explicative pour une réponse continue. Quelques exemples avec un échantillon, plusieurs échantillons. Donc, un échantillon, j'ai une variable x, et pour cette variable, je prendrai x1 jusqu'à xn, donc n individus, n valeurs distinctes, ou bon, n variables. Par exemple, quel est le temps de réflexe moyen d'un groupe de personnes dans un environnement bruyant? Donc, il y a un environnement, il y a beaucoup de bruit, et je vais regarder le temps de réflexe pour chaque personne. Donc, j'ai n personnes, je vais mesurer, et je vais regarder le temps qui est une variable continue. Simplement statistique inférentielle univariée, ce qui est connu, ce qui est dans l'autre cours. Si j'ai 2 échantillons, j'ai 2 observations, et en toute généralité, les 2 échantillons ne doivent pas avoir la même taille. Donc, je pourrais avoir une variable x avec n observations, une autre variable y avec m observations, pas nécessairement les 2 qui sont égaux. Exemple, le temps de réflexe moyen est-il meilleur pour les personnes dans un environnement calme ou les personnes dans un environnement bruyant? Donc là, je vais comparer le temps de réflexe dans 2 situations. Donc, j'ai une variable continue qui est le temps de réflexe, mais j'ai aussi une variable qualitative qui va me donner l'environnement. Est-ce qu'il y a du bruit ou est-ce que l'environnement est calme? Et donc là, c'est une variable catégorique avec 2 classes. Et ce que je veux faire à ce moment-là, c'est comparer les moyennes. Donc, est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que l'un est plus haut que l'autre entre les 2 moyennes dans les deux cas séparés? 3 échantillons, même chose, donc x1 jusqu'à xn, y1 jusqu'à ym, z1 jusqu'à zl, disons. J'ai 3 cas. Donc, le temps de réflexe moyen est-il différent pour les personnes se trouvant dans un environnement urbain, dans un environnement forestier et dans un environnement maritime? J'ai 3 cas pour la variable qualitative et je vais mesurer la variable continue de nouveau pour le temps de réflexe. Ce qu'on va faire pour ça, c'est un test ANOVA. Et donc, la différence là, comparaison des moyennes, dans le cas ici, je vais comparer la moyenne mu1 égale à mu2 ou différent, plus grand, plus petit. Mais je vais comparer les 2 moyennes et je vais dire quelque chose sur la différence ou l'absence de différence. Dans un test ANOVA, je vais regarder 3 ou plusieurs moyennes au même moment. Et donc, l'ANOVA va me donner une réponse sur la question, est-ce que les moyennes sont égales ou pas? Mais après, il ne va pas me dire où se trouve la différence. Et à ce moment-là, ce qu'on va voir à la fin du cours, ou d'aujourd'hui quand même, on va aussi voir comment détecter où se trouve la différence. Donc, petite remarque, vous allez travailler en R. Vous avez déjà eu des cours de Madame Falzone sur R. Et donc, il est important de bien encoder pour qu'il est utile. Et donc, on va utiliser un encodage pareil. Donc, j'ai une ligne par personne, une ligne par identifiant. Et après, j'ai une colonne par variable. Et donc, ce qu'on va faire, c'est créer une colonne pour la variable qualitative, où je mets le résultat pour cette variable. Donc, pour la première personne, le type d'environnement est bruyant et le temps de réflexe en millisecondes est 198. La deuxième ligne, c'est la personne 2. Il est dans un environnement calme et il a un temps de réflexe de 215 millisecondes. Donc, une autre manière, c'était de dire j'utilise la première colonne pour groupe A, donc pour l'environnement bruyant, j'utilise la deuxième colonne pour le groupe B, environnement calme, mais c'est une
structure qui n'est pas toujours utile, qui n'est pas toujours utilisable non plus. Donc, ça marcherait dans un cas spécifique où les données sont appariées, mais ça ne marche pas dans le cas général. Et donc, on va se mettre dans ce cas-ci et on va faire de sorte qu'il y a une ligne par identifiant par personne, par individu, et une colonne par variable. Et donc, on a deux cas généraux à différencier. On a des échantillons indépendants, des échantillons appariés. Deux échantillons indépendants veut dire qu'il n'y a pas de lien entre les observations, pas de lien direct. Donc, on compare deux groupes différents. On regarde des personnes dans un environnement calme et on regarde des personnes dans un environnement bruyant, mais ce sont des personnes différentes. Et donc, je vais prendre les mesures pour chaque groupe, mais il n'y a pas de lien direct entre les mesures. Pour des échantillons appariés, par contre, là, je vais prendre la même personne, mais je vais faire de sorte qu'il se trouve dans chacun des situations pour faire des mesures. Donc, d'abord, je prends la première personne ou les N personnes, je les mets dans un environnement calme, je mesure le temps de réflexe, et après, je prends la même personne, je le mets dans un environnement bruyant et je fais la même mesure. Et donc, à ce moment-là, j'ai par personne un mesure dans l'environnement A et un mesure dans l'environnement B. Et logiquement, ils sont liés car c'est la même personne. Ils sont liés et je vais pas... je dois garder ces valeurs ensemble vu que c'est pour la même personne. Et donc là, c'est ce qu'on appelle des échantillons appariés. Je regarde la même personne ou le même individu, mais dans des situations différentes. Donc ça aussi, ça se passe souvent dans des tests biologiques, tout ce qui a à voir avec fumée ou les drogues ou n'importe quoi, où on va, bon, c'est un peu différent, on ne va pas demander à la personne saine de prendre les drogues, mais on va chercher des jumeaux, qui ont des habitudes différentes. Et donc là, on va dire, bon, si j'ai des jumeaux, bon, ils sont assez comparables et je vais regarder ce qui se passe avec celui qui est sain et celui qui fait du drogue. Et ils vont comparer de cette manière-là, vu qu'ils sont liés par la connexion d'être frères-sœurs. Et donc là, à parier, il y a vraiment un lien 1 vers 1 entre les mesures et indépendant, il n'y a pas de lien entre les deux échantillons. Ça, j'ai déjà expliqué. Donc, échantillon indépendant. Il y a une question possible qui est, bon, est-ce qu'il y a une différence entre le temps de réflexe entre les deux situations-là? Et je compare deux groupes différents, un groupe par situation environnementale et l'autre pour l'échantillon apparié. Je prends la même personne et je le mets dans les deux situations pour directement pouvoir comparer s'il y a une différence. Et donc là, une remarque pour, bon, on va l'utiliser direct aussi dans les stats. Bah, si on a des échantillons appariés, j'ai dans notre cas deux mesures pour le même individu. Et donc nécessairement, les tailles sont les mêmes. Vu que j'ai 100 personnes dans le premier groupe, le deuxième groupe est exactement le même. J'aurai aussi une taille de 100. Et donc, j'aurai des observations pareilles. Donc, j'ai N observations pour les N personnes dans la première situation. J'ai N observations dans la deuxième situation.
ils sont liés directement parce que ce sont les observations des mesures qu'on a prises pour la même personne. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement faire la différence entre les deux. Donc, vu qu'on a une variable continue, les observations sont des valeurs numériques. Et donc, ça a du sens pour faire la différence. Ça a une interprétation logique, naturelle, pour faire la différence entre les deux observations. Et donc, pour des échantillons appariés, on ne va pas regarder les deux mesures séparément, mais on va faire la différence et regarder la différence. Donc, dire que ici, donc, j'ai une moyenne pour la première situation, une moyenne mu1. J'ai une moyenne mu2 pour la deuxième situation. Bah, si je veux regarder si les moyennes sont les mêmes, donc je veux regarder si mu1 est égal à mu2, bah, je peux aussi regarder la différence mu1 moins mu2 qui est égal à 0. Ça revient aux mêmes choses. Si je regarde si les deux moyennes sont les mêmes ou la différence entre les deux est 0, c'est la même chose. Et donc là, vu que j'ai des données à parier, je peux faire la différence. Donc, je vais regarder si la moyenne de différence est égale à 0. Donc là, au lieu d'utiliser les deux échantillons séparément, je vais faire la différence. Je vais travailler avec les différents et je me retrouve de nouveau dans la situation univariée. La situation univariée, j'ai un échantillon de différence et je peux faire tout ce que je sais faire pour la statistique univariée. Donc, je vais faire des statistiques descriptives univariées. Je vais faire des tests univariés. Mais on va revenir sur ça quand on le fait. Mais donc, ça, c'est l'idée. Si j'ai un échantillon apparaît, je vais prendre la différence, je vais regarder la différence. Donc là, qu'on appelle la variable D, D pour différence, qui va regarder comment l'Y évolue, qu'est-ce qu'il est la différence entre Y dans la première situation et la deuxième situation. Et donc, j'utilise les méthodes, les tests, les intervalles de confiance pour une moyenne, donc pour une moyenne donc statistique univariée, selon le cas avec la variante connue et inconnue. Voilà. Ce qui conclut l'introduction. Si vous avez des questions. Sinon, on prendrait quelques minutes de pause avant de continuer ou avant de commencer chapitre 2.